Au Moyen-Âge, le temps libre dont disposait une personne dépendait fortement de son statut social. Parce qu'ils avaient une position privilégiée dans la vie et de nombreux serviteurs pour répondre à tous leurs besoins, la royauté médiévale avait beaucoup de temps libre qu'ils pouvaient simplement gaspiller. Ils pouvaient également se permettre de payer pour les meilleures activités pour eux-mêmes, pour et pour tous les invités qu'ils devaient divertir. Retournons dans le temps et voyons ce que la royauté médiévale faisait pour s'amuser pendant le Moyen-Âge. Bienvenue à la folie médiévale. Nous allons à la chasse. Un passe-temps important qui était considéré non seulement comme agréable et un moyen de fournir de la nourriture, mais aussi comme une préparation à la guerre, comme la chasse. De nombreux membres de la noblesse gardaient des chevaux et des chiens uniquement à cette fin, et dépensaient de grosses sommes d'argent pour des meutes de chiens spécialement élevées. Les rois et les nobles gardaient aussi des chiens comme animaux de compagnie, contrairement aux classes plus pauvres qui les utilisaient pour la garde et la protection. L'aristocratie du Moyen-Âge était une classe de guerriers, et lorsqu'ils n'étaient pas en guerre, la chasse les identifiait comme l'élite militaire. La chasse était également essentielle pour établir le pouvoir du roi et pour renforcer la force d'un royaume. Guillaume le Conquérant a commencé la forêt royale, qui n'était pas nécessairement une zone boisée, mais plutôt une réserve de chasse, qui comprenait également de grandes étendues de terres arables. La chasse dans une forêt royale était interdite à tous, sauf au roi et à quiconque il désignait comme éligible. On disait que Guillaume et ses fils étaient dévoués à la chasse, et Guillaume, je cite, « aimait les cerfs autant que s'il était leur père ». Cependant, on peut supposer qu'il n'est pas sorti pour tirer sur ses fils à l'arc. La chasse en forêt était un privilège que seuls les nobles pouvaient apprécier, et des gibiers tels que les cerfs rouges, les daims et les chevreuils, les sangliers et les lièvres étaient protégés par le monopole royal. Les sangliers étaient appréciés pour leur viande et parce qu'ils représentaient une proie dangereuse de par leur taille, force et défense acérées. Contrairement aux sangliers, les ours étaient chassés uniquement pour le sport. Ils ont disparu d'Angleterre au début du Moyen-Âge, mais ont continué à être chassés en Europe. Comme le sanglier, les ours étaient clairement un danger. En 1391, le comte français Gaston Phébus de Foix est mort des suites d'une chasse à l'ours éprouvante. Il était connu comme l'un des plus grands chasseurs de l'époque et a écrit un manuel appelé « Livre de la chasse » qui parlait de son passe-temps préféré. Les vêtements de chasse portés étaient probablement faits des riches fourrures et des soies coûteuses que les nobles portaient à l'époque, bien que Gaston déclare que les chasseurs devraient généralement porter du vert et du gris en hiver. Fauconnerie. La fauconnerie était un autre passe-temps réservé aux riches. Des fauconniers entraînaient les aigles, faucons et éperviers pour chasser d'autres oiseaux et petits gibiers. L'apprentissage d'un oiseau à chasser sur commande nécessitait des années de compétences en faisant un investissement conséquent. Le fauconnier prenait un jeune oiseau de son nid et l'élevait à la main. On lui apprenait à se percher sur la main, à chasser une proie et à revenir. La formation était minutieuse et coûteuse et les oiseaux devaient être logés dans des cages spéciales. Au XIIIe siècle, le roi Édouard Ier a fait bâtir à Charing Cross un édifice luxueux pour ses fauconniers, avec un aqueduc approvisionnant en eau fraîche le bain des oiseaux. Les oiseaux étaient nourris de colombes qui étaient également élevées sur place, et les rapaces étaient entraînés sur des grues. La tête d'un oiseau au repos était recouverte d'une capuche pour le garder calme, et les faucons étaient attachés à des perchoirs par des jessis en cuir ou en soie. Les capuches étaient brodées et richement décorées, et les jessis pouvaient de même avoir des cloches et des bijoux attachés. La chasse et la fauconnerie étaient une forme de divertissement pour les membres de la royauté médiévale. De grandes chasses étaient souvent organisées pour que le roi puisse exposer ses talents et divertir ses invités. La fauconnerie était l'une des rares activités de plein air populaires, aussi bien chez les femmes nobles que chez les hommes. Les tournois étaient un passe-temps favori des nobles et de la royauté. La joute était populaire entre le Xe et le XVe siècle. Des tournois étaient organisés pour célébrer tout, des mariages et des couronnements aux visites de dignitaires étrangers, car c'était un moyen parfait pour les rois de mener des manœuvres politiques avec des alliés étrangers. Le tournoi permettait aux chevaliers de rester au sommet de leur puissance de combat en temps de paix. En 1390, Richard II a organisé un joute pour impressionner ses nouveaux associés français de la maison de Valois. Tenu en octobre sur 3 jours, des hommes de France, de Zélande et d'Allemagne sont venus, apportant les meilleurs chevaux et armes appropriées. L'image romantique qui a perduré est celle de chevaliers se battant pour impressionner de belles dames. En réalité, la joute était un sport extrêmement dangereux.
Il fallait des années d'entraînement avant qu'un combattant soit prêt à concourir au niveau du tournoi, mais les récompenses en valaient la peine. Un chevalier champion pouvait gagner une somme considérable d'argent en prix. Au début du Moyen-Âge, les chevaliers pouvaient réclamer les armes et l'armure de leur adversaire vaincu. Des jours avant le début d'un tournoi, les chevaliers arrivaient dans la région en affichant leur blason à la fenêtre de leur logement. Des listes étaient publiées à l'avance nommant les concurrents, les règles, le style de combat autorisé et les types d'armes acceptées. Sous le regard du roi, de la reine et d'autres nobles, le héros signalerait le début d'une joute. Les chevaux se ruaient l'un vers l'autre, chacun monté par un chevalier armé d'une lance. C'était un sport rapide et excitant à regarder, attendant qu'un des adversaires soit frappé, délogé et renversé de son cheval. C'était aussi extrêmement dangereux, et les os étaient régulièrement brisés à cause des chutes et des coups de lance. En 1379, le comte de Salisbury a accidentellement tué son fils lors d'un tournoi. Les ménestrels. Une maison royale aurait sa propre troupe de divertisseurs qui voyagerait partout avec la cour. Le roi Henri VII d'Angleterre a emmené ses ménestrels avec lui lors de la guerre en France, les payant 12 shillings par jour, soit le double du salaire d'un archer. Égaux en rang aux fauconniers et aux chasseurs royaux, les ménestrels de la cour royale étaient tout sauf de humbles serviteurs. Les instruments des musiciens pouvaient inclure des cymbales, flûtes, cornes, tubas et harpes. Traditionnellement, les ménestrels racontaient des histoires en jouant de la harpe. Henri et sa reine, Catherine de Valois, étaient tous deux des champions de la discipline et savaient jouer de la harpe. Il n'était pas rare que la royauté médiévale joue des instruments car ils avaient beaucoup de temps libre pour s'entraîner. On s'attendait à ce que la plupart des femmes nobles soient douées pour jouer d'au moins un instrument. En plus de la musique, les ménestrels divertissaient avec des tours de jonglage, d'équilibre, de culbute, de danse sur échasse et des spectacles animaliers. En 1306, Edward Longshanks a célébré l'adoubement de son fils, le futur Édouard II. Il a employé 175 pour l'occasion, et 27 d'entre eux étaient membres de la maison royale. La seule femme qui a été payée en tant que ménestrel était une danseuse acrobatique qui portait le nom douteux de Matilda McJoy. La cour royale avait aussi son bouffon qui racontait des histoires et apportait un soulagement comique. Des danses, comme la danse Carole, exécutée par un cercle de danseurs, le basset et la pavane, seraient appréciées avant, pendant et après les banquets. La danse de spectacle est aussi devenue populaire à la cour anglaise à la fin du Moyen-Âge, après son introduction depuis la France et l'Italie. Les filles veulent juste s'amuser. La maison royale aurait son propre aumônier connu sous le nom de chancelier, et leur château aurait sa propre chapelle où la famille prierait chaque matin. Comme le roi serait occupé pendant la journée, assistant à des réunions, écoutant des pétitions, passant des lois, chassant et faisant généralement d'autres choses royales, sa reine et son entourage devraient se divertir d'autres manières. Les jeux de société étaient de populaires, en particulier les échecs, qui nécessitaient toute l'attention de chacun et pouvaient durer des heures. D'autres jeux de société incluaient le renard et les oies, le jeu du philosophe et une forme primitive de backgammon appelée table. Les jeux de cartes exigeaient aussi stratégie et habileté. Le roi Charles VI de France a fait décorer des cartes pour son propre usage en 1393 et elles sont rapidement devenues populaires dans toute l'Europe de la fin du Moyen-Âge. Les cartes elles-mêmes étaient faites soit de bois, d'ivoire ou de parchemin avec les images peintes à la main. Elles étaient de belles et extrêmement coûteuses à produire. L'image de la reine sur les cartes à jouer standard en Angleterre provient d'un portrait d'Élisabeth de York. Elle était l'épouse du premier monarque Tudor, le roi Henri VII, et la fille du roi Édouard IV. C'est la rose blanche de York qu'elle tient dans sa main. La couture et le travail de broderie avec de fines soies et du fil d'or étaient considérés comme un passe-temps convenable pour les femmes nobles. Elles montrèrent leur beau travail d'aiguille sur des sacs, des ceintures, des gaines et des jarretières, donc non pas par nécessité d'emploi ou besoin de salaire, mais pour le simple plaisir de le faire, et parce que le beau travail d'aiguille était considéré comme l'une des plus belles réalisations d'une femme. Un bon livre, les médiévaux acceptèrent que la littérature puisse être à la fois informative et appréciée pour le pur plaisir de la lire, et cela a contribué à créer une demande pour la lecture à la fin du Moyen-Âge. Plusieurs genres étaient à la mode, y compris les romances, les œuvres dévotionnelles comme le livre d'heures et les livres de saintes, les ballades, les histoires et les chroniques. La lecture de la littérature était un passe-temps populaire parmi les riches, surtout chez les dames qui avaient plus de temps libre.
Bien entendu, seule la royauté pouvait se procurer et faire fabriquer les livres les plus luxueux. La lecture des romans de chevalerie anglais était un passe-temps courant en raison de la popularité de la légende arthurienne. On pense que le roi Édouard III d'Angleterre a été suffisamment influencé pour établir l'ordre de la Jarretière après avoir lu le poème chevaleresque Sir Gawain et le Chevalier Vert. Et lorsque Geoffrey de Monmouth a écrit l'histoire des rois de Bretagne dans les années 1130, cela n'a fait qu'ajouter à la renommée de la légende du roi Arthur. Un membre de la royauté pouvait commander des livres sur mesure, précisant la reliure, le nombre de pages et les illustrations. À la fin du XVe siècle, Marie de Bourgogne possédait un livre d'heures dans lequel elle avait fait illustrer une page avec son propre portrait et Catherine de Clèves avait commandé un livre d'heures dans les années 1440 aux Pays-Bas. Une reine pourrait passer le temps en se promenant dans le jardin, en parlant avec ses dames ou d'autres femmes nobles, peut-être en discutant des affaires de courantes de l'époque, en discutant de la mode ou tout simplement en bavardant. Les dames de l'élite avaient souvent des chiens de compagnie portant des colliers à clochettes pour les différencier des chiens de chasse. Les autres animaux de compagnie incluaient des oiseaux chanteurs en cage et des écureuils gardés pour divertir les dames nobles. C'est un témoignage de la force d'attraction de nombreux passe-temps, tels que les jeux de plateau et de cartes, la lecture et la broderie, qu'ils sont encore populaires aujourd'hui, des siècles plus tard. Et heureusement, ils sont désormais accessibles à la majorité des gens et non plus seulement aux riches. Malheureusement, cela révèle mon addiction aux échecs sur mon téléphone. Merci d'avoir regardé cet épisode de Folie médiévale. Nous espérons que vous avez apprécié. Abonnez-vous si vous aimez le contenu, car d'excitantes choses à venir seront partagées avec vous. Merci, et j'espère que vous passerez tous un excellent week-end. Santé!